France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, notre émission proposée par Radio France Internationale et France 24 en cette semaine de grandes manœuvres européennes pour voler au secours géopolitique et financier de l'Ukraine, mais aussi d'un budget français qui inquiète l'Europe. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Vous terminez votre mandat à la Cour des comptes en France à l'issue d'un parcours très européen. Je rappelle que vous avez déjà appartenu aux trois grandes institutions, le Parlement, puisque vous avez été député européen, la Commission de 2014 à 2019 en charge de l'économie, puis le Conseil européen, puisque vous l'avez fréquenté bien sûr comme ministre des Affaires européennes sous Lionel Jospin, puis de l'économie en début de mandat de François Hollande. Et maintenant, vous vous préparez à intégrer une quatrième institution européenne, la Cour des comptes de l'Union européenne à Luxembourg. Nous allons en parler bien sûr. Mais pour commencer, parlons un peu de cette fameuse dette française, 115,6%, c'est bien au-dessus de la moyenne européenne. Un déficit à 5,4% avec des difficultés à adopter un budget à l'Assemblée nationale, assemblée très morcelée. Nous sommes le mauvais élève de l'Union européenne, mais ça a vraiment des conséquences sur le fond. Et lesquelles ? Écoutez, la France est un pays qui n'est pas n'importe quel pays, ni dans le monde, ni dans l'Union européenne. C'est un pays membre du G20, c'est un pays membre du G7, c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un pays fondateur de l'Union européenne, c'est la deuxième économie de l'Union européenne. Historiquement, elle a un rôle moteur dans la construction européenne, et c'est vrai que quand elle n'est pas capable de balayer devant sa porte, de faire ses devoirs à la maison, en quelque sorte, forcément sa crédibilité, sa capacité d'entraînement est atteinte. Et puis il y a des conséquences évidemment financières et sur les politiques publiques, c'est ça l'essentiel. Oui, c'est vrai que notre dette est très élevée, c'est la troisième sur le podium européen, derrière la Grèce et l'Italie. Et pour le commissaire européen que j'ai été, imaginez que nous aurions une dette plus importante que la Belgique, l'Espagne, le Portugal, était quand même très compliqué, et c'était en 2019. Penser que nous aurions des taux d'intérêt plus élevés, non seulement que ces pays, mais aussi que la Grèce, c'était inimaginable. Penser que nos spreads avec l'Italie seraient réduits à zéro, franchement, on était très très loin du compte. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la dynamique n'est pas bonne. La dynamique de notre dette est mauvaise, nous sommes les seuls dont la dette croît autant. Notre déficit est le plus élevé de la zone euro. La masse de notre dette est la première, 3 500 milliards d'euros. Nous sommes les premiers émetteurs de dette sur les marchés, 310 milliards d'euros. Et tout ça, surtout, aboutit à une charge de la dette annuelle qui est de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire ce qu'on rembourse en 2021, qui est aujourd'hui de 74 milliards d'euros, d'après le budget 2026, s'il est voté dans de bonnes conditions, et qui va monter à 100 milliards d'euros. Eh bien, quand on en est là, on ne peut pas faire face aux défis du futur, que sont le financement de la transition écologique, que sont le financement de la transition numérique, que sont l'effort de défense ou le renforcement de notre capacité d'innovation et de recherche. Bref, un État trop endetté, c'est pas un pays qui fait faillite. Nous n'en sommes pas là du tout. Je ne compare pas du tout la France avec la Grèce de la fin des années 2000. J'ai bien connu ça, la crise grecque comme ministre des Finances et comme commissaire. Non. Mais nous sommes un pays qui s'affaiblit et qui a un nœud coulant autour du cou qui petit à petit l'impuissante et l'empêche d'agir pour le bien de ses citoyens. Alors puisque vous parlez et de la Grèce et de la dette, écoutons sur ce sujet Achille, un jeune grec qui souhaitait vous interpeller sur les différentiels de dette en Europe. C'est notre ligne directe. L'endettement public européen atteint des niveaux historiques après Covid. Et en même temps, nous observons une divergence inquiétante de cycle économique entre les pays méditerranéens qui redémarrent et les pays d'Europe centrale qui stagnent. Quelles réformes structurelles estimez-vous urgentes pour assurer la soutenabilité de la dette et pour réduire ces divergences macroéconomiques ? Alors Pierre Moscovici, en effet, regardons le chiffre du jour, 81,9%, c'est la dette moyenne des 27, bien au-dessus de la règle des 60% recommandée. Quelle réforme vous demande ce jeune grec ? Écoutez, 81% c'est trop, mais ce fut 95% dans mon souvenir au lendemain de la crise Covid. Ce qui veut dire que la plupart des pays de la zone euro ont quand même fait un effort pour réduire leur dette. Ça n'est pas le cas de la France, dont la dette est encore légèrement supérieure à ce qu'elle fut au lendemain de la crise Covid. C'est là où il y a une forme d'anomalie française. Alors, parler de dette européenne, c'est vrai. Globalement, nous avons un problème de soutenabilité de la dette et que c'est toujours compliqué. Pas de soutenabilité, mais de... Et des différentiels qu'ils notent. Alors, oui, mais je viens quand même... Le niveau général est trop élevé et ça pose toujours un problème quand on
n'est heurté, ça peut arriver, quand on se confronte à un choc conjoncturel, on a moins de capacité de réaction. Bon, ça c'est un premier point, c'est pour ça qu'il faut poursuivre patiemment cet effort. Mais il y a des divergences entre les 20-25% de pays comme le Danemark ou le Luxembourg, les 150 de la Grèce, 130 de l'Italie, 115, bientôt 120 de la France. Il y a bien sûr des divergences majeures. Et donc ça veut dire aussi que l'Union est toujours faite de ces États, et que ce sont les États qui avant tout doivent réduire leur dette. Et ça vaut naturellement pour le pays qui est le mien, qui est le nôtre, c'est-à-dire la France. Je crois que franchement une France qui ne paye pas par l'exemple, qui ne montre pas sa volonté, ses capacités. En tant que président de la Cour des comptes, en début d'année, vous aviez menacé de refuser de certifier les comptes de l'État. Ça, c'est autre chose. Si les recommandations de l'institution n'étaient pas mieux écoutées. La certification. Qu'est-ce que vous regrettez à l'heure du bilan ? La certification, c'est autre chose. La certification, c'est que voilà, nous sommes les commissaires aux comptes de l'État, donc un certain nombre de règles doivent être observées, on doit améliorer ses comptes, et l'État ne le faisait pas, ne le fait pas. Et je crois qu'il s'est fait des progrès. Il m'a entendu quand même. Mon coup de gueule n'a pas été inutile, et j'ai dit à ce moment-là que l'année prochaine, donc en 2026, on refuserait de certifier les comptes de l'État. On verra d'ailleurs si on a vraiment écouté. Mais ce n'était pas par rapport à la situation financière de la France. Non. Pour la France, je le dis, il faut que nous reprenions le contrôle de nos finances publiques. Il faut que nous réduisions nos déficits. Vous savez, il y a un débat en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est compliqué, très compliqué. Je sais que gouverner la France en ces conditions est extraordinairement difficile. Le Premier ministre fait ce qu'il peut pour cela, dans un contexte où il n'y a pas de majorité, où en plus, il n'y a pas non plus de véritable esprit de compromis ou de volonté de consensus. Mais quand même, mon message, il est simple. C'est que si on veut rester sur une trajectoire qui nous amène à moins de 3% en 2029, et c'est fondamental, justement pour inverser le cours de la dette, il faut que le budget finalement voté, et je souhaite qu'il soit voté à la fin de cette année, soit inférieur à 5%. Quand je dis inférieur, c'est pas inférieur ou égal, c'est moins de 5%. Donc nous devons faire un effort partagé, un effort intelligent, un effort qui d'abord priorise les économies en dépenses et accessoirement seulement la fiscalité, pas le tout fiscal non plus. Alors, pour en savoir plus sur ce qui se passe sur notre vieux continent, Pierre Moscovici, Oyana Almandoz vous propose quelques morceaux choisis de l'actualité. C'est l'Europe en bref. Cristal de Bohême tchèque, porcelaine de Limoges française, marbre de Carrare italien. Ces produits artisanaux européens pourront bientôt prétendre à une indication géographique protégée, comme les produits alimentaires. Une fois enregistrés, ils seront protégés dans toute l'UE par un logo dédié, comme l'explique le commissaire européen Stéphane Séjourné. C'est bien plus qu'un simple label, c'est un bouclier juridique contre les contrefaçons, un passeport commercial pour accéder à de nouveaux marchés. C'est une vitrine internationale pour vos territoires. C'est aussi un moyen de créer de l'emploi et de l'emploi local. Un nouveau scandale de corruption secoue l'UE. L'ancienne chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a été inculpée dans une enquête concernant l'attribution par l'UE d'un contrat de formation de fonctionnaires européens au Collège d'Europe en 2022. Elle est soupçonnée d'avoir été avertie, à l'avance, des critères de sélection à remplir pour décrocher un futur appel d'offres. Inculpé aussi, le patron du service européen pour l'action extérieure jusqu'à l'an dernier, Stefano Sannino, et le co-directeur du Collège d'Europe. Tous ont été remis en liberté et Federica Mogherini a démissionné. La police fédérale belge poursuit son enquête sous contrôle du parquet européen. La Cour des comptes européenne alerte sur l'usage de l'argent européen. Certains pays sont à la traîne en matière de recyclage des déchets, selon un récent rapport. L'auditeur Steve Block appelle à plus de financement public. Tant les citoyens que les entreprises ont un rôle crucial à jouer. La mise en place d'incitations fiscales et l'adoption d'une tarification en fonction du volume ou du poids des déchets produits peuvent encourager les gens à mieux trier et à moins jeter. La Cour vise également la gestion de l'aide alimentaire de l'UE en Afrique subsaharienne. Des milliards d'euros qui n'ont pas bénéficié aux plus démunis, selon elle. Elle préconise de mieux cibler les régions pauvres. Pierre Moscovici, l'ancienne chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé le 4 décembre quitter ses fonctions à la tête du Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, car le parquet européen enquête sur l'attribution de cet ENA européen d'un programme de formation pour des futurs diplomates, alors que cette ancienne chef de service, qui avait travaillé, comme vous d'ailleurs, sous la commission Juncker, vous la connaissez bien, aurait bénéficié d'informations confidentielles sur l'appel d'offres. Que traduit cette affaire pour la sphère bruxelloise qui est très émue ?
Il y a un devoir d'exemplarité quand on est à la Commission européenne. J'aime beaucoup Federica Mogherini. C'est une amie. Je l'ai connue comme chef de la diplomatie italienne, je l'ai connue comme chef de la diplomatie européenne, et c'est ce qui voulait dire aussi vice-présidente de la Commission. C'est une collègue. C'est une femme d'une énorme qualité, avec beaucoup de conviction. On verra ce que révèle l'affaire elle-même. En tout cas, je pense que son comportement, qui consiste à dire, dès lors qu'il y a une suspicion, je me mets en retrait de fonctions qui exigent justement cette exemplarité, elle a sans doute pris la bonne décision. Elle doit lui coûter terriblement, parce qu'elle adorait être doyenne du Collège de Bruges, qui est une institution extrêmement précieuse. Bon, laissons en même temps l'enquête faire son travail, la justice passer, ne condamnons pas avant de savoir. Federica a pris la décision, je crois, qui s'imposait, elle est sûrement très douloureuse. Je lui maintiens en tout cas complètement mon amitié. La Cour des comptes européenne, vous allez bientôt l'intégrer, Pierre Moscovici. Elle constate que l'Union européenne donne beaucoup à l'Afrique, alors que les Américains s'en retirent. Les pays, par exemple, subsahariens ont reçu 11 milliards d'euros, la moitié des finances sur les 10 dernières années, mais sans analyser suffisamment les régions les plus stratégiques, ni donner de réponse efficace, durable, ancrée dans le long terme, selon cette Cour européenne. Comment vous expliquez ça ? D'abord, je verrai. Vous savez, je ne suis pas à la Cour des comptes européenne, je vais y aller. Mais je respecte profondément ces travaux, naturellement, auxquels je participerai. Mais je vais faire une réflexion en deux temps. Le premier temps, c'est qu'il ne faut pas se saisir de l'opportunité qu'offre ce type de rapport pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons, avec l'Afrique, une relation historique majeure. Et l'Afrique est un continent de demain. Nous avons besoin d'être présents en Afrique. Je parle des Européens. Nous avons besoin d'aider les Africains à se développer, à développer leur économie, mais aussi à construire une société plus inclusive. Donc il ne me paraît jamais illégitime d'aider l'Afrique. Certains, idéologiquement, disent il faut tout supprimer, là, rapatrions tout. Je ne suis pas de cela. L'aide au développement, l'aide à l'Afrique, c'est une bonne chose. Après, toute dépense publique doit être justifiée. Toute dépense publique doit être analysée. Et s'il y a, dans la manière de mettre en œuvre ces programmes d'aide, qu'ils soient africains ou français, des réorientations, des améliorations, alors elles sont bienvenues. C'est toujours à ça que sert une Cour des comptes, qu'elle soit française ou européenne. Alors, notre continent en train d'assister aux négociations russo-américaines pour un plan de paix sur l'Ukraine, sans y participer. Les négociateurs de Trump ont annulé leur étape en Europe. Et puis ne tiennent pas compte apparemment de ce qui a été négocié avec l'Europe. On fait quoi ? C'est une très mauvaise chose. D'abord, on ne peut pas avoir des négociations purement russo-américaines et traiter du sort des Ukrainiens sans les Ukrainiens et sans leur président légitime, qui est M. Zelensky, qui était à Paris lundi. Je pense que sa réception par le président Macron témoignait aussi du fait de la confiance que les autorités françaises lui font. Et les autorités françaises ne sont pas seules. Il y a aussi toute la coalition des volontaires, il y a les grands pays européens qui sont aux côtés de l'Ukraine. Et puis on ne peut pas non plus discuter de l'avenir de l'Ukraine sans les Européens, parce qu'elle est sur notre continent et que les garanties de sécurité, le moment venu, doivent être européennes. Donc je dirais que là, on doit être extrêmement attentif et éviter la double faute. Il faut aller vers la paix. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Le président Zelensky, je crois, en est tout à fait conscient. Mais ça doit être une paix qui préserve les intérêts des Ukrainiens, une paix qui ne peut pas être une paix aux conditions de Vladimir Poutine. C'est une paix qui associe les Européens et une paix, bien sûr, qui se conclut avec les intéressés eux-mêmes. Donc il y a encore du chemin à faire. Et de ce point de vue-là, éviter l'étape européenne, évidemment, est un mauvais signal. La Commission européenne, avant le sommet du 18 décembre, sommet européen, a présenté son plan de paix pour financer l'Ukraine sur 2 ans. La Belgique refuse toujours la nouvelle mouture de la Commission européenne pour adosser un prêt de reconstruction de l'Ukraine aux avoirs gelés, essentiellement sur le territoire belge et un peu en France. Est-ce que c'est caduc et illégal, comme le disent les Belges, selon vous, président de la Cour des comptes ? Je n'ai aucun moyen de le savoir. C'est un sujet technique et financier sur lequel je n'ai pas d'éclairage particulier. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il me paraîtrait bon, sain, que la volonté exprimée d'utiliser ces avoirs russes gelés aille jusqu'au bout pour financer ce que nous devons à l'Ukraine et notre soutien à l'Ukraine. Il faut naturellement limiter les risques, il faut garantir les États membres, ça je le conçois tout à fait. Je n'ai pas les données pour juger de la pertinence du plan de la Commission, mais je souhaite vraiment qu'on lève les risques, qu'on rassure les uns les autres et qu'on aille de l'avant. Parce que vous savez, ça c'est un des problèmes des Européens, je les connais depuis longtemps. Vous avez rappelé que j'avais appartenu déjà à 3 institutions européennes, ce sera bientôt ma 4e. Peu de gens ont fait cela auparavant, peut-être d'ailleurs aucun. Et disant ça, c'est parce que j'ai l'Europe chevillée au corps
Et si nous sommes trop timides, si nous sommes trop repliés sur nos intérêts nationaux, si nous ne sommes pas suffisamment actifs, si nous ne sommes pas suffisamment présents, alors à ce moment-là, il ne faut pas non plus s'étonner que nous soyons une étape qu'on rate. Pour être entendu, il faut d'abord être soi-même volontaire. L'autre piste, c'est de faire de l'endettement européen à 27, sauf que à 27, il y a toujours un qui ne veut pas le faire comme les autres, c'est Viktor Orban en Hongrie. D'ailleurs, la Hongrie vient de devenir contributeur net au budget de l'Union européenne parce qu'ils ont perdu beaucoup de fonds européens qui sont gelés en raison de dérives sur l'état de droit. On fait quoi avec cette Hongrie ? On avance. C'est aussi simple que ça, il faut avancer. Le problème de l'Europe, c'est ça, c'est effectivement ce consensus qu'on doit chercher. Et j'ai toujours respecté, pour ma part, dans les fonctions qui ont été les miennes, tous les États membres de l'Union européenne. Il faut les traiter entre égaux. Mais il ne faut pas non plus accepter cette logique du veto. Il faut aller vers davantage, et même la totalité des décisions qui soient prises au vote à la majorité qualifiée. Il faut pouvoir avancer ensemble. Quand on est 26, que ça représente, je ne sais pas, 96% des droits de vote et 96% de la population, alors il faut pouvoir décider. Et il n'y a pas de secret. Il y a quelques États dans l'Union européenne, c'est l'Hongrie de Viktor Orban, c'est la Slovaquie aussi de Robert Fico et M. Pellegrini, qui sont des États qui ne regardent pas avec antipathie la Russie, pour ne pas dire qu'ils ont de la sympathie parfois pour Vladimir Poutine. Et donc non, il faut que nous soyons capables d'avancer. Encore une fois, ce qui se joue là, c'est notre existence même. Si le spectacle que nous offrons au monde, alors que nous sommes sur notre territoire, que cette guerre est européenne, et celui de l'impuissance, de la division et de la paralysie, alors ne nous étonnons pas qu'en effet on nous bypasse, qu'on fasse sans nous. Non, il faut être très présent. Pierre Moscovici, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale où l'actualité continue. Donc restez sur nos antennes.